Ça va sans dire, mais cette vidéo contient des spoilers. Ok mec, si t'es le méchant depuis le début, pourquoi t'as aidé le héros à aller jusqu'où il voulait aller, alors que ça aurait été plus simple de l'arrêter dès le départ? Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Quand on pense aux marques de fabrique des films animés Disney, on cite assez vite leurs méchants iconiques. Ces enfoirés jouissifs à suivre dans leurs ambitions d'enfoirés, qu'on adore détester ou qu'on déteste adorer. Mais depuis quelque temps, les studios ont voulu coller davantage à la réalité en les rendant plus subtils. Avec un aspect moins surdiabolisé, une présence moins appuyée, voire inexistante. Ce qui n'est pas du tout mauvais en soi, ne serait-ce que pour les besoins de diversité, même si, tout comme les jolis couples romantiques qui commencent à tomber en désuétude, j'espère qu'on nous resservira de temps en temps un nouveau Jafar ou une nouvelle Cruella. Donc, dans cette période, Disney est devenu friand d'un tout nouveau genre de méchant, le méchant surprise. Oui, vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous y attendiez. La notion de méchant surprise n'a jamais été parfaitement claire dans la tête des gens. Parce qu'un méchant couplé à une surprise, ça peut se voir ensemble depuis longtemps. Par exemple, Madame Mime et la Reine de Cœur surgissent comme des briques à la fin de leur film pour servir l'antagoniste. On peut un peu qualifier ça de surprise, non ? Pas forcément dans le bon sens du terme, mais on peut pas vraiment dire qu'on s'y attend au premier visionnage. En termes de personnages qui révèlent leur plan diabolique à la fin, on peut aussi parler de Clayton. Techniquement, il cachait son jeu à tout le monde. Mais bon, quand on voit cette gueule, on voit un peu venir l'embrouille en tant que spectateur. À ce compte-là, on peut aussi citer Stromboli. C'est une surprise pour notre héros qu'il s'avère être un enculé esclavagiste, mais même si on voit peut-être pas venir la chose jusqu'à ce point, on se doute assez vite qu'il va pas être super sympa le gars. Et je peux citer un tas d'autres cas comme ça. À quel moment définit-on précisément un méchant surprise? Ça dépendra de comment vous l'interprétez, mais voilà comment moi je le perçois. Un méchant surprise, c'est un personnage dont la vilainie, au fil de son développement, vous étonne d'un coup de façon détonnante. Que ce soit pour révéler qu'il est méchant, ou bien qu'il est capable ou désireux de choses horribles dont on ne l'aurait pas soupçonné. Et le tout premier personnage animé de Disney à être vraiment entré dans cette catégorie pour moi, c'est Edgar. Je veux dire, regardez-le ce bougre, on dirait pas au premier abord qu'il serait prêt à abandonner des chats à leur mort. Bon, les motivations et la mise en scène sont un peu trop ridicules à mon goût, mais je ne peux pas nier que ce développement m'a sincèrement surpris la première fois. De nos jours, les méchants surprises chez Disney sont courants à discerner, mais ils ne datent pas tous forcément de quand vous pensez. Et on va voir lesquels sont les mieux réussis tout de suite. Ceci n'est pas une liste de préférences de personnages au sens global, mais de qui réussit le mieux à illustrer un procédé narratif. En avant pour le top 10 des méchants surprises Disney. Numéro 10, Bellwether. Un cas très parlant d'excellent concept, mais qui pêche pas mal dans l'exécution. À nouveau, le thème principal de Zootopie est la discrimination, montrée dans une configuration intelligemment parallèle à la nôtre. Dans ses motivations, Bellwether appuie totalement le thème, et avant la révélation, on affiche sobrement et efficacement les signes que cette société et son système l'apaisent, et que le changement, ça lui déplairait pas. Vous savez, c'est un jour de fierté pour les petits animaux. Entre petits, nous devons vraiment nous serrer les coudes, n'est-ce pas? Pas trop fort, quand même. Excellent. Et au moment de la révélation, ça tombe un peu à plat. Ça se fait et ça se résout trop vite. On la dépeint trop sur une note à ce moment-là, ça gâche un peu la sauce à la fin. N'empêche que sur le plan de l'instauration, le personnage reste très bien pensé. En incorporant avec une bonne justesse sa psychologie dans le propos central et en rendant, dans l'idée, parfaitement
parfaitement saisissable son idéologie. Pas pardonnable, mais on capte parfaitement d'où elle vient pour agir de la sorte. Si elle avait eu plus de scènes pour l'étoffer avant et surtout après sa révélation, ça aurait pu être un très bon méchant Disney. Mais tel quel, c'est une idée de méchante surprise qui est loin d'être sans mérite. Numéro 9, le roi Runhard. On reste sur le même thème, plus ou moins. Encore une histoire de discrimination, mais là c'est plus une question de peur de l'inconnu que de système sociétal mis en place depuis des lustres. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que le film a l'intelligence de reconnaître que le concept de la discrimination c'est mal, c'est pas nouveau, donc il joue de façon maligne là-dessus avec le temps qu'il lui alloue. Le grand-père d'Elsa et Anna en soi est à peine un personnage travaillé intrinsèquement. On le présente rapidement au début et on révèle à la fin que c'est un connard. Ce qu'il représente, c'est une idée, l'idée de la crainte par l'oppression. La Reine des Neiges 2 a parfaitement conscience que le thème n'est pas original, donc il l'affiche juste assez pour qu'on le reconnaisse sans que ça en soit gavant. Et l'effet de surprise se joue plutôt sur la signification des éléments mis en place, ce que veut dire telle construction, tel événement magique, et sur comment ça affecte nos héroïnes. Et j'entends par là pas physiquement, ça me laisse de glace. Je veux dire les répercussions sur le rapport à leur nom, leur responsabilité en tant qu'héritière et jusqu'à quel stade elles doivent les subir. Stade qui devait être un peu trop élevé pour certains spectateurs, je trouve. J'aurai l'occasion d'en parler dans quelques mois. Pépé Roy n'est pas un personnage marquant en soi, mais la surprise de sa révélation apporte une dynamique au récit bien mené. Numéro 8, Otto. C'est un cas de méchant Disney assez à part, vu qu'il n'est porté par aucune vilainie précise, juste la logique pure d'un programme. Ça rend le personnage très froid et honnêtement pas ultra marquant, mais assez méritant dans sa révélation. Lorsqu'on se rend compte que c'est lui qui gère tout en dépit des désirs de quiconque, c'est le dernier clou qui illustre l'apathie et la perte totale d'humanité entre guillemets que la situation a engendré. Ce ne sont pas les hommes qui décident de leur vie, ce sont des programmes, des directives du passé qui essayent d'annihiler toute initiative de changement. L'austérité contrôlée prônée par les valeurs sûres et la recherche de résultats. Il y a un impact indéniable dans ce genre d'approche d'ennemis à combattre. Comme le numéro précédent, la force de la surprise n'étoffe pas particulièrement le personnage antagoniste, mais la signification du monde alentour et comment ceux qui sont en lien doivent réagir. À cet égard, Otto remplit parfaitement sa fonction. Mais si vous voulez du robot plus foncièrement maléfique, il y a numéro 7, Doris. Vous voulez dire que c'était pas Goob le vrai méchant de l'histoire? À nouveau, je vous rapporte à la définition que j'ai donnée en intro. Le fait que le chapeau melon soit la grande tête pensante au bout du compte n'est pas étonnant. Ce qu'il est nettement plus, c'est jusqu'où il va lorsqu'il se révèle l'être. Parce que quand on voit la dynamique assez pitre entre Doris et son acolyte... À moins que tu y ailles à ma place, tu es tellement plus brillante que moi. C'est très juste, en effet, un chapeau sans tête aura beaucoup de mal à s'attribuer l'invention d'un autre. On s'attend pas vraiment à ce qu'elle aille aussi loin que ça. Oh Lewis, ça se passe exactement comme ça. On affiche durant la grande majorité du film un ton assez léger, ça peut un peu faire oublier ce qui est mis en jeu. Mais rassurez-vous, on va bien vous le mettre en pleine gueule à la fin. Cette consécration choc crée un changement d'atmosphère au sens propre comme figuré, particulièrement percutant qui fait un effet bœuf. Tout d'un coup, les enjeux s'élèvent très haut et le suspense se grandit énormément, ce qui représente de très bons ingrédients pour une surprise réussie narrativement. Ça complète avec force le caractère de notre méchante qui, dès le départ, est portée par un instinct de survie et un complexe de supériorité. Vraiment sans borne quand on la laisse s'épanouir trop librement. La violence de l'instant est bien fichue malgré la limitation d'âge à ne pas franchir, et si la résolution avait été plus satisfaisante... Je n'aurais jamais la mauvaise idée de t'inventer. Doris aurait pu faire partie de la longue liste des méchants Disney incontournables pour moi. N'empêche qu'elle a un des plus grands moments de gloire de méchants Disney, à tel point que ça mérite d'être considéré comme une vraie surprise réussie à mes yeux.
Numéro 6, Lotso. Pendant longtemps, j'ai toujours trouvé ça abusé de considérer ce personnage comme un méchant surprise. Mais c'était avant d'étoffer cette définition. Parce que si sa révélation en tant que méchant dirigeant a été une surprise pour vous, faut vraiment apprendre à savoir lire les signes dans un film. Lotso est très intéressant dans le sens où c'est un méchant irrécupérable. L'aigreur qui s'est instaurée en lui a atteint un point de non-retour. Point qui nous est dévoilé lors de ce fameux moment. Bien le bonjour à ton enfant, shérif. Non, Lotso! Avec cette horreur qu'il ose faire, il démontre tout simplement qu'il n'en est même plus au stade de la reconnaissance ou de retour d'ascenseur. Il se fout des autres et ne pense plus qu'à lui-même. C'est une façon très forte de situer le caractère irrémédiable d'une évolution de personnage. Lotso n'est plus rattrapable. Et c'est un peu sa conclusion. Oui, il reçoit rapidement son juste karma après, mais le personnage était achevé juste avant. Il ne pourra plus jamais progresser au-delà de sa rancœur, condamné à n'être plus qu'une boule de haine vide. Et c'est la portée atroce de son dernier acte qui nous le fait réaliser avec fracas. Numéro 5, Denahi. Disons plutôt un antagoniste surprise. Dans ce cas-là, Denahi est à la limite du personnage tragique. Mais bon, comme c'est Disney, ça aurait été trop osé d'aller jusque-là, j'imagine. La façon dont ce frère est amené à devenir l'ennemi mortel de notre héros est brillante. Même si ça fait un peu se demander pourquoi les esprits interviennent pas pour l'orienter plus tôt, lui. Mais les voies du scénario mystique sont impénétrables. En dehors de ça, c'est brillant. Voir ce jeune homme très enjoué du début être mis à mal, soumis à 2 pertes d'affilée, a quelque chose de profondément dramatique. Et ce plan où seule sa colère parvient à l'atteindre désormais et il décide de devenir le chasseur pour garder quelque chose à s'accrocher, c'est l'un des développements surprises les plus déchirants à voir chez Disney. Il y a un vrai talent de mise en scène où plus rien ne s'exprime avec les mots autour de lui. Cette décision se forme sur son visage et va constituer toute la hargne qui le portera durant presque le reste du film. C'est peut-être pour compenser ça qu'à côté on parle trop. Nous, on nous prend pour des élans, mais on n'est pas des élans. On n'est pas des élans? Bah non, on est des kangourous. Quand j'étais petit, moi, j'étais le champion pour grimper aux arbres. Toutes les sortes d'arbres. Le chêne, le pin, le cèdre, l'érable. Ouais! À partir de là, on n'aura droit qu'à un désir de vengeance chez lui, et ça rendra chacune de ses rencontres avec nos héros particulièrement poignantes. Comme dirait un certain clown, il suffit d'une journée pourrie pour craquer. Numéro 4, Gaston. Je force peut-être un peu pour celui-là, mais bon, c'est toujours un plaisir de parler de La Belle et la Bête. Le film animé. Le premier. Certes, Gaston est plutôt transparent sur sa nature d'enfoiré, et pour beaucoup, ses actions et décisions ne sont pas si surprenantes que ça en comparaison à ceux qu'on a vus avant. Cela dit, si on sort du contexte des années 90 et qu'on considère les films Disney globalement aujourd'hui, ça a plus d'impact qu'on ne le pense. Oui, à l'époque, quand on avait un méchant, c'était quasi garanti qu'il allait s'y donner à fond à la fin, même dans les cas les plus terre-à-terre. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, on a plus de variété dans le genre, donc ce n'est plus si évident. Au départ, Gaston a juste le profil du m'as-tu vu envahisseur qu'il faut éviter, et rien ne laissait présager qu'il allait devenir une menace si grave et prononcée. En fait, des enfoirés de ce genre sont relégués au second plan dans les films Disney maintenant. Avec les standards actuels, je ne serais pas étonné si quelqu'un, en découvrant ce film aujourd'hui, était choqué de voir la situation dégénérer à ce stade. Wouh, ce Salvatore en kikineur tourné au ridicule au début mène une foule pour une chasse aux sorcières meurtrières. C'est un développement un peu extrême, mais rondement mené, et c'est particulièrement percutant de voir un personnage évoluer aussi bas à partir de son ego. Voir quelqu'un passer de la simple nuisance à la cruauté rageuse poussée à ce stade avec autant de fluidité, ça demande un vrai travail de pro. Et je suis certain qu'il y a un public qui est ou sera joliment
absolument pris par surprise par ce moment explosif d'évolution. Numéro 3, Papy Pépite. J'ai toujours autant de mal à le dire sérieusement. Ce type, c'est un peu Bellwether réussi à son presque plein potentiel. Lui aussi s'inscrit dans le thème du film, c'est-à-dire la réaction face à l'abandon, le désir d'avoir un rôle à jouer dans un monde où vous êtes jetable, voire même carrément ignoré pour certains. Ce jouet l'appuie efficacement lors de sa grande révélation. Il est aigri d'avoir été délaissé et à cause de cette expérience, il est prêt à toutes les messes basses possibles pour saisir l'opportunité qu'on lui offre enfin. En fait, c'est vraiment un méchant de circonstance, parce que si le collectionneur avait chopé un Woody consentant à la base, il n'aurait absolument rien fait de mal. Dans la mise en scène, la surprise est assez standard, mais c'est la nouvelle lecture que ça apporte aux scènes antérieures qui lui donne vraiment du poids. Chacune de ces interventions avant, rétroactivement, gagne en signification lors du second visionnage, sans perdre en sincérité. Fais ton choix, Woody. Tu peux repartir, ou rester avec nous, exister pour toujours. Ça donne un côté particulièrement vrai à ce personnage, et cette révélation ne fait pas drame forcé de formule classique pour le rebondissement facile, contrairement à d'autres. Elle s'incruste assez naturellement dans la problématique de l'histoire. Et ça vient peut-être aussi un peu du fait que c'était pas un truc que les films Disney faisaient couramment à l'époque. Numéro 2, Henry Waternoose. Monstres et compagnie a un thème de second plan assez unique chez Disney Pixar. On y dépeint le monde de l'entreprise et les diverses attentes que ça renvoie, que ce soit pour y trouver une place stable, s'y faire un nom, ou tout simplement faire marcher l'usine en dépit des difficultés. Waternoose est un prototype de patron très attaché à sa compagnie et sa bonne tenue. Il respecte ceux qui y travaillent bien et il est prêt à beaucoup pour la maintenir, quitte à transgresser quelques éthiques. Ça nous amène à ce fameux moment où, en dépit de son respect pour lui, il est prêt à trahir un employé qu'il affectionne pour s'assurer de la bonne tenue de son entreprise. Cette révélation a une énorme portée, pas tant sur la progression de l'intrigue pour nos héros qui aurait pu être un peu mieux gérée sur le coup, mais surtout sur la mentalité d'un type qui cherche à bien faire, mais s'est laissé tenter par les solutions extrêmes au point de franchir trop de limites. En se débarrassant comme ça de deux de ses employés, il se met totalement au pied du mur qu'on le voit subtilement avoir approché de plus en plus dans ses interventions avant. Ma famille dirige cette compagnie depuis 3 générations. Je ferai tout ce qui est possible pour éviter la ruine. C'est une force que pas mal de Pixar arrivent à avoir, celle de transmettre des motivations rattachables chez leurs antagonistes. Et lorsqu'ils affichent enfin leur traîtrise, la surprise est accompagnée par un ressenti fort de cohésion. Oh, il est allé jusque-là! Je vois pourquoi! Ça colle parfaitement avec cette scène de plus tôt! Tous les morceaux se recollent. Quand en plus de ça, on appuie que l'acte surprise mènera à une accumulation désespérée où on sait qu'on ne peut plus reculer, on peut dire qu'on a affaire à de la bonne écriture. Et le meilleur méchant surprise est sa sucrerie. Là aussi, j'ai un peu de mal à le prononcer sérieusement, et j'ai un peu envie de dire que ça renforce l'aspect manipulateur du mec. Parce qu'on dirait vraiment pas au départ qu'il va être une menace de grande envergure, c'est juste le gars loufoque qui pourrait mettre quelques bâtons dans les roues sans plus. Mais au fil du film, il se montre beaucoup plus malicieux que ça, et ses raisons finissent par prendre tout leur poids et leur sens lors de la grande révélation. Jamais je ne te laisserai anéantir les fruits de mon dur labeur. Attends, Je trouve ça brillant. L'histoire de Turbo est un peu teasée durant le film et ça semble en premier lieu n'être qu'un élément de backstory de l'univers. Mais lorsqu'on dévoile en fin de compte que l'antagoniste et la légende infâme ne font qu'un, tout se recoupe avec une cohésion parfaite. Voilà pourquoi ce mec tenait à conserver le statu quo qu'il a mis en place. Voilà pourquoi il joue un rôle. Ce besoin exécrable d'attention prend tout son sens et une fois de plus, chacune de ces scènes avant gagne en signification. La façade de bouffon qu'il renvoyait pour ne pas faire de vagues s'effrite petit à petit face aux interventions de nos héros pour s'écrouler totalement dans cet instant frappant. Toutes les bonnes cases sont cochées là, étoffer le méchant, hausser les enjeux, appuyer le thème du film et illustrer son univers.
La surprise autour de Turbo est si bien pensée et amenée qu'il en devient un des meilleurs méchants Disney récents à mes yeux. Et c'est une approche du procédé narratif clairement plus intéressante que celle de Hans qui aura servi de base commune à beaucoup de méchants surprises après coup. Non pas que Hans soit un mauvais modèle d'écriture à suivre, mais disons que c'est un modèle qui devient assez vite redondant. Mais dans un sens, c'est compréhensible qu'on n'ait pas plus suivi le modèle de sa sucrerie. C'est une écriture de personnage pas forcément simple à recopier, et c'est ça qui la rend plus unique. J'attraperai pas un binoclard, mon garçon. C'était donc ma liste, et j'imagine qu'elle doit pas mal différer pour certains d'entre vous. On aura tous des attentes un peu différentes sur ce qu'un méchant surprise doit réussir, et même sur ce qui doit le définir en tant que tel. Et en parlant de surprise, j'ai commence un peu à manquer de matériel pour la suite. Je crois qu'il est temps de commencer à tordre un peu mes règles. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Waouh, la garce de service est en fait une traîtresse. Quel horrible choc. Mais elle est pas si méchante que ça parce que l'héroïne se montre rapidement sympa avec elle. Tu sais écrire du bon développement de personnage, manga.